Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot, le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Je suis Yoann Montenot, chargé de projet en design. Et aujourd'hui, comme habituellement, donc on invite un designer qui va nous parler d'un sujet en particulier. Et en l'occurrence, le sujet de ce jour, c'est comment produire autrement pour un futur simple. Voilà, donc dans ce cadre de cette conférence, on invite donc Bertrand Vignalous de l'agence Entre autres, que à qui je laisserai la parole tout à l'heure. Donc, toute cette conférence fait partie d'un cycle, de cycle d'événements. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé de tous les événements que nous mettons en ligne. Ces conférences sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Et puis, merci d'être venu jusqu'ici, puisque tu viens d'un endroit assez éloigné. Voilà. De la Drôme. De la Drôme. Donc, tu nous parleras, puisque l'agence est située à Crest. Partie, ouais, voilà. Tout à fait. Et donc, je vais te laisser te présenter et nous parler de ton sujet, qui est un sujet vraiment d'actualité et qui nous intéresse aussi, nous, au Design Spot, puisqu'on travaille beaucoup avec des porteurs de projets qui veulent fabriquer de la petite série. Donc, fabriquer petite série locale, c'est des choses qui nous intéressent. Et voilà. Et je vais te laisser donc maintenant. Et qui résonne pas mal avec ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Exactement. Et bonjour à tous. Donc moi c'est Bertrand Vignalous et donc je représente l'agence Entre autres aujourd'hui, qui est une agence d'une dizaine de personnes qui existe depuis 2011 et on est basé sur 3 sites, donc à Crest, à Montpellier et à Lyon plus récemment. 2 mots sur l'agence pour expliquer vraiment plus en détail notre positionnement et ça éclairera un petit peu le titre qu'on a donné à cette conférence. Le futur simple, c'est la raison d'être qu'on s'est attribuée au sein de l'agence pour nous embarquer sur un design qui soit responsable et des projets à impact positif. Et c'est le chemin vers lequel on essaye de tendre nous-mêmes et d'embarquer nos clients aussi. Ce futur simple, on le définit avec 4 critères que vous pouvez voir affichés. Donc les impacts positifs, la simplicité, qu'on pourrait traduire aussi par finalement un côté low-tech sur les solutions, la désirabilité qui est vraiment la mission ou une des missions principales du design, autant au niveau de l'esthétique mais que de l'usage et de l'expérience qui peut être fournie sur un objet ou une solution. Et le potentiel révolutionnaire, c'est plutôt l'échelle à laquelle la solution qui est mise en œuvre, elle pourrait exister. Est-ce qu'on impacte peu de personnes ou beaucoup de personnes? Est-ce que ça peut changer la vie des gens? Est-ce qu'on peut changer la vie des gens à travers ce projet? Là, tu ne parles pas de l'aspect innovation. Il peut y avoir un côté innovant, mais surtout l'échelle de l'innovation, à quel point on va pouvoir la déployer. En fait. D'accord. Ok. Dans l'autre sens. Et nos métiers, ils sont assez variés. Nous, on se définit comme une agence de design transversal et on aime être impliqué très tôt dans les projets pour avoir justement un pouvoir d'orientation, de proposition et on aime aussi faire les choses. Donc on essaye d'être impliqué sur toute la chaîne, y compris sur le développement, voire l'industrialisation, la fabrication justement de certains projets. Donc c'est pour ça qu'on touche aussi à des objets de fabrication. Oui. Il y a aussi des profils ingénieurs, pas mal dans Oui, c'est ça. l'agence. Oui. À la base, Christophe et moi qui avons monté l'agence, on est ingénieurs de formation et designer avec un peu la double casquette. D'accord. Okay. Ce qui a en effet influencé le positionnement de l'agence et nos métiers aujourd'hui, la manière dont on aborde le design. Ok, on va le voir dans les projets d'ailleurs qui sont assez pointus au niveau dans la réalisation. Voilà, je me trompe de bouton à chaque fois. Donc j'entame par un petit préambule en fait pour expliquer comment nous on a cheminé vers ces nouvelles manières de fabriquer ou ces nouveaux modèles, en partant un peu sur qu'est-ce qu'on nous a enseigné, d'où on est parti, c'est quoi l'histoire un peu de cette fabrication. Et donc ce qu'on peut simplement constater, c'est que chaque révolution industrielle amène des nouvelles techniques, des nouvelles organisations qui sont toujours plus efficaces et toujours
au service finalement de produire des choses plus complexes, en plus grande quantité, avec plus de fonctions, plus de services. Simplement, aucune de ces révolutions finalement n'est capable aujourd'hui de solutionner les problèmes qui se posent dus à la surconsommation. C'est bien souvent même ces modèles qui ont généré les problèmes qu'on connaît. Donc on sait aujourd'hui qu'avec Internet, l'Internet des objets, les data, etc., il y a plein de choses nouvelles à inventer. Mine de rien, il y a toujours des produits à fabriquer. Et on a l'impression que c'est infini, qu'il y en a toujours de plus en plus. Et que ça ne va pas forcément dans le bon sens, selon nous, pour répondre aux nouveaux enjeux qui sont les nôtres. Et cette organisation industrielle, elle est basée sur ce qu'on appelle la supply chain, qui est finalement une chaîne logistique, qui est un modèle aujourd'hui très linéaire et qui est au service de la mondialisation et d'une organisation centralisée, alors qui est très efficace, comme je l'ai dit, mais qui a un côté un peu qui comporte un biais. C'est-à-dire que là, on voit un début, on extrait des matériaux, toutes les étapes de la chaîne, un consommateur, et dans ce graphique, cette petite chaîne, il manque la fin. En fait, on ne sait pas, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, il y a quelque chose qui disparaît, alors que ça, c'est pas la vraie vie. Finalement, en fait, à la base, il y a des ressources et à la fin, il y a des déchets. Et cette composante-là n'apparaît pas du tout dans cette schématisation de ce qu'on appelle la supply chain, qui est finalement à la base de plein de choses que nous-mêmes on a pu apprendre en école d'ingénieur sur l'organisation de l'industrie et de la fabrication. Oui, du coup, il y a une forme de... Enfin, après, on traite ces problématiques qui apparaissent en fin de vie, surtout, de manière un peu urgente. La société humaine fait comme elle peut, au final. C'est ça, c'est qu'on se rend compte tardivement qu'il y a en fait un problème, qu'il y a une limite. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et de rabâcher des choses qu'on a déjà dit 1000 fois, mais je pense que c'est quand même utile de dire que ce modèle linéaire du prendre, fabriquer, jeter, il ne tient pas dans la durée, tout simplement. C'est assez facile à comprendre et qu'il est assez dévastateur. Et un des problèmes, s'il y en a plusieurs, ça va être la limitation des ressources. Il y a déjà des tensions assez fortes aujourd'hui dans certains secteurs parce qu'on commence à manquer de ressources. Nous, on travaille avec des clients aujourd'hui qui commencent à anticiper ce manque de ressources et à se projeter sur des modèles alternatifs pour continuer à faire ce qu'ils font, tout simplement, sous peine de disparaître complètement. Donc on sait qu'il y a un souci là-dessus et que demain, il faudra faire avec moins. On sait aussi que l'impact de la consommation de masse est très important et qu'il est un peu exponentiel. Même si on arrive à avoir des objets plus éco-conçus, qui consomment moins d'énergie, qui sont plus efficients, tous ces efforts-là, ils sont un peu balayés par l'effet de masse parce que finalement on possède beaucoup plus, on renouvelle beaucoup plus souvent et ce qui fait que l'impact global est beaucoup plus fort. Et c'est ce qui est représenté là sur ce graphique, sur la partie high-tech, téléphonie principalement et informatique. En 20 ans, l'impact de nos équipements a été multiplié par je ne sais combien, mais en très forte proportion. Et ce qui fait au global grossir nos impacts. Il y a aussi les déchets. Comme on disait, la fin de la chaîne, c'est pas magique. On se retrouve finalement avec des quantités astronomiques de déchets. Ça, c'est l'exemple des D3E qui sont souvent envoyés dans des filières un peu lointaines parce que c'est loin et du coup, ça nous préoccupe un peu moins parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Tout simplement, c'est très difficile à démanteler et à retransformer et à valoriser. Donc ça part dans des filières un peu obscures et c'est pas du tout un problème résolu aujourd'hui. Donc il faut pour nous interroger ce modèle-là pour éviter de se retrouver à la fin avec ces montagnes de déchets dont on ne sait pas quoi faire.
Et là, un des enjeux, c'est de comprendre qu'il ne suffit pas de l'évolution technologique, parce qu'on a vu que les différentes révolutions industrielles amènent des nouvelles technologies et que ça peut aider, mais ça dépend à quoi on les utilise. Et typiquement, la voiture électrique, je suis le premier à trouver ça génial. Par contre, je suis le premier à dénoncer ce genre de dérive avec des voitures toujours plus lourdes, toujours plus coûteuses, bourrées d'équipements. C'est-à-dire qu'on ne change pas du tout notre façon d'aborder la création de l'objet. On remplace juste une techno fossile par l'électrique en se disant bah, c'est bon, on a résolu le problème. Mais pas du tout. Et faut vraiment essayer de changer de regard en se disant mais pourquoi on fait des voitures de on est passé de 1 tonne 2 à 1 tonne 6, 1 tonne 8 pour l'électrique moyen, et là j'ai vu des chiffres des voitures jusqu'à 2 tonnes, 3 tonnes. Ils se demandent si on ne va pas changer le permis B pour pouvoir conduire les voitures. Donc, ça en est là, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable d'en être là, en sachant qu'il y a une pression énorme sur les ressources, et que si on faisait un switch du jour au lendemain du thermique vers l'électrique, on sait qu'il n'y a pas assez de ressources pour le faire. D'où l'interrogation qu'il y a pu y avoir dans le secteur automobile avec les constructeurs allemands qui remettaient en question cet objectif à 2035, je ne sais plus. Enfin bref, donc voilà, un des problèmes selon nous, c'est ce regard qu'on porte sur l'innovation et comment on s'en sert. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est faire un peu un tour d'horizon de nos expériences à nous et de nos influences. C'est pas du tout exhaustif, c'est pas un travail de chercheurs, d'experts, disons, mais c'est plutôt un partage de ce qu'on a vu, de ce qui nous plaît et de ce qu'on a fait, avec les limites qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout évidemment, on n'a pas travaillé partout, donc nous ce qu'on connaît c'est des projets plutôt en France, même plutôt pas mal en Rhône-Alpes, quelques initiatives européennes et des boîtes avec qui on travaille. Donc voilà, c'est forcément partiel. J'ai un petit sommaire à proposer. Donc on va aborder ces notions-là, donc la circularité, qui nous amène vers des nouveaux matériaux. On va parler de centralisation et surtout de décentralisation avec la logique de réseau. Un peu de technologie ou de technique au service de ces projets. Et enfin, la fabrication distribuée et l'économie de la fonctionnalité si on a le temps. J'espère que ce sera pas... Ce serait bien. C'est un sujet intéressant. Donc, je parle d'économie circulaire. On pourrait croire que c'est un peu éloigné du sujet de la production. Et en fait, non, c'est quand même un sujet qui vient vraiment s'immiscer et percuter nos manières de produire à plusieurs endroits. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, mais c'est d'abord avec quelles ressources on produit, où produit-on, avec quels outils on produit, et tout ça, ça a un rapport avec la circularité. Donc on a créé notre petit schéma où on représente là le cycle de vie plutôt linéaire pour le coup, où on passe de la ressource à l'utilisation avec un côté cycle d'usage qui est du côté utilisateur et un retour vers la fin de vie. Alors sur toutes ces phases, c'est celle du cycle de vie très classique, hein. On extrait, on produit, on transporte, on utilise et à la fin on jette. Et les filières de fin de vie, c'est soit l'enfouissement, soit l'incinération. Il y a un peu de valorisation qui peut être faite à la marge, mais grosso modo on est obligé de réextraire autant qu'on a utilisé pour refaire la même chose. Donc ça reste une boucle ouverte avec très peu de valeur. Le recyclage, on en entend beaucoup parler, ça devient vraiment quelque chose de plus en plus présent et ça, entre guillemets, ça limite la casse, ça amène des solutions mais qui sont partielles. Alors évidemment, il y a des effets positifs puisque toutes ces ressources qui sont déjà en circulation, il faut en faire quelque chose et les garder le plus possible dans le circuit plutôt que de les envoyer en fin de vie.
Pour autant, on sait aujourd'hui que le recyclage, ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que une matière, elle peut pas, enfin, toutes les matières ne peuvent pas être recyclées à l'infini, loin de là. Il y a des matières qui se recyclent pas du tout. Il y a aussi des filières qui sont pas organisées ou parfois lointaines. J'en parlais tout à l'heure pour les D3E. Donc c'est pas du tout une solution miracle et il faut éviter de tomber dans ce travers en se disant bon bah c'est bon maintenant qu'on recycle, on peut continuer comme on faisait avant. C'est pas du tout le cas. Ça fait partie des solutions, mais il faut aller plus loin que ça. La réutilisation, c'est le principe de récupérer un déchet pour en extraire ce qui peut encore servir et le remettre en circulation. C'est le produit qui va à la déchetterie, c'est le produit qui va dans des bacs de tri appropriés et qu'on arrive à valoriser en les transformant pour en faire autre chose. Donc, ça peut être aussi des pièces de voiture par exemple, qui sont envoyées à la casse et puis on récupère alors là, ce serait des éléments. Ce serait du réemploi. Ce serait plutôt réemploi. Ou peut-être que je confonds toujours les deux parce que ça a été redéfini. Mais la réutilisation, en effet, c'est plutôt des objets qui sont déjà passés par la case déchets. Okay. Donc sur la voiture, pour moi, on est plutôt dans le réemploi avec des pièces qui sont démontées. Oui, on doit être un peu entre les deux. Oui, tout à fait. On présentera le projet de la cafetière des 3E qui va dans ce sens-là tout à l'heure. Et donc le réemploi qui est la réutilisation du même produit pour le même usage. Là on parle plutôt du marché de seconde main en fait, comme Back Market, comme Le Bon Coin ou Vinted, ça en fait partie aussi, qui s'est énormément développé et qui représente aujourd'hui vraiment des opportunités de nouveaux marchés et des choses qui sont à intégrer aussi dans notre manière de concevoir les objets. Et le dernier niveau, c'est l'économie de la fonctionnalité que je souhaiterais aborder en fin de conférence. C'est l'idée du partage, de dire qu'au lieu d'être propriétaire d'un objet, on va plutôt se partager l'usage. Et ça appelle vraiment des nouveaux modèles de diffusion de ces produits ou de ces services. Et surtout à les penser complètement différemment. Donc nous, notre travail de designer, c'est de garder en tête ce schéma-là et d'essayer le plus possible d'être sur la plus petite boucle et en tout cas anticiper un passage du produit ou du service dans chacune de ces boucles pour retarder le plus possible l'utilisation de nouvelles ressources. Donc ça, c'est pour moi un enjeu important et quelque chose qu'on essaye d'avoir toujours en tête quand on travaille sur un projet. Ou en tout cas, ça nous donne une direction vers laquelle aller avec nos clients. Alors j'ai mis des petits exemples assez évidents sur le passage du linéaire au circulaire. Enfin, celui-ci, il est intéressant, je trouve, parce que c'est un objet auquel finalement on pense pas vraiment. C'est un peu un non-objet, ça a une durée de vie très éphémère. C'est le carton qui transporte les objets, toutes les marchandises qui sont achetées sur Internet notamment, mais pas que. D'ailleurs, on a en général un carton dans un carton. Et il y a Repack qui a proposé, et il y en a d'autres qui existent depuis, mais c'est ces emballages réutilisables où on a la fonction de transporter, de protéger avec les informations nécessaires, etc. Toute la traçabilité qui est nécessaire. Et puis une fois qu'on a récupéré la marchandise, on poste l'emballage pour qu'il soit réexpédié et réutilisé à nouveau. Je ne connais pas le bilan carbone de cette solution, je ne saurais pas dire si c'est vraiment bien ou pas, mais ça paraît assez évident. Ouais, il y a une logique derrière qui est intéressante et assez triviale. L'enjeu, en fait, à travers ce projet-là, c'est de montrer qu'il faut aussi penser à changer ses habitudes. Alors au lieu d'aller au point de collecte pour jeter ses cartons, en fait, j'irai à la poste peut-être ou à la boîte aux lettres avec ma petite pile d'emballage à réenvoyer.
Et ça, c'est pas anodin, ces petits changements-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser. Les solutions techniques, je pense qu'on en a énormément. C'est souvent des choses assez simples d'ailleurs. Par contre, l'adoption par changer les habitudes. Voilà, changer les habitudes et les faire adopter par les gens, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et ça prend, j'ai l'impression que ça prend des décennies en fait à changer, à switcher. Donc c'est un paramètre hyper important dans toutes les solutions qu'on doit amener, c'est comment on fait en sorte qu'elles soient acceptées. Et là, il y a vraiment un enjeu de design sur l'acceptabilité, la désirabilité d'une solution. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est les petits acteurs qui lancent des solutions de ce type-là. Et puis après, l'idéal, soit que les gros ensuite se l'approprient, parce qu'eux, ils ont des moyens de diffusion beaucoup plus importants et ils ont moyen de forcer un petit peu la main aux utilisateurs. Oui, c'est ce qui se passe, je pense. D'ailleurs, en effet, quand on leur amène la solution à grande échelle, en fait, je ne sais plus quel est le pourcentage d'utilisateurs à dépasser la masse critique, mais il y a un moment où, même si on est à 20 ou 30%, c'est gagné, en fait. C'est que c'est parti, c'est adopté. Il y a une autre manière de faire avancer les choses, c'est la loi, et ça bouge pas vite, pas assez vite en tout cas à notre goût, mais quand même ça bouge. Et il y a cette fameuse loi AGEC qui est assez récente, en tout cas qui se met en application sur 2023 et qui va contraindre un peu les fabricants à faire mieux dans le domaine de la production, en intégrant de la matière recyclée par exemple, et en mettant fin surtout aux pratiques les plus néfastes, à commencer par l'usage unique et le jetable. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été contacté par cet acteur de la restauration rapide, à notre grande surprise au départ, mais c'était plutôt un enjeu intéressant pour nous de proposer de la vaisselle réutilisable pour cette enseigne, avec évidemment un storytelling assez fort qui appartient à la marque, mais aussi pour nous un enjeu d'acceptabilité et d'intégration dans leur structure. Donc, ce qui nous a amené à aller visiter leur fonctionnement, à bien comprendre les process, l'organisation, le travail des équipiers, comme ils les appellent, et à proposer des solutions. Alors, je ne peux pas vous montrer le résultat, mais ça, c'est un peu en marge des propositions qu'on a eues pour faciliter le tri, ou le tri à la fin de la chaîne, au moment de jeter son plateau, de vider son plateau, pour pouvoir inciter les gens à bien trier et justement à ne pas jeter à la poubelle la fameuse vaisselle réutilisable. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire sur comment ça a été mis en œuvre, accepté, parce que ce projet-là n'est pas allé au bout pour l'instant. Mais on avait proposé de le faire sous forme de jeu, en impliquant les enfants qui sont souvent assez partie prenante sur cette thématique des déchets, parce qu'ils sont souvent plus sensibilisés que les parents, en ayant un petit jeu de forme pour pouvoir trier rapidement les contenants par forme ou par couleur. Tu vois, ce que tu montres là, par exemple, avec ce petit dessin, que je trouve vraiment très intéressant, puisque souvent on perçoit l'apport du design par le produit final, en fait. Alors que le designer, il peut intervenir très en amont déjà sur des concepts et déjà représenter de manière explicite, simple, avec finalement peu d'énergie, puisque là c'est juste un croquis. Ouais, c'est un sketch, et tout de suite on comprend le principe et on arrive vraiment à se projeter. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance, enfin nous au Design Spot, on a tendance à inciter à intégrer le plus en amont possible. Alors c'est pas toujours pertinent bien sûr, mais l'implication de designers, puisqu'ils vont pouvoir tout de suite amener par la représentation, même simplifiée, déjà des premières idées et du coup faire adhérer en fait les personnes qui participent au projet. Ça fait partie vraiment de notre valeur ajoutée, je pense, c'est de raconter des histoires et de se projeter sur des scénarios avec de l'usage, avec des fonctions, avec ce type de représentation sous forme de croquis, en effet. En allant un peu plus loin, on a aussi eu cette réflexion, parce que
leur enjeu, eux, c'était de dire au 1er janvier, on ne peut plus faire de la vaisselle jetable, enfin d'emballage jetable en restaurant. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'était une solution pour répondre à ce besoin-là uniquement. Et ce qu'on a proposé, c'est d'aller un cran plus loin en considérant la solution de vaisselle lavable, parce qu'on dit réutilisable, mais finalement elle est simplement lavable, en considérant son cycle de vie et en se demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire sur chacun de ces postes du cycle de vie pour améliorer les choses. Et ça nous a pas mal orienté sur le choix des matériaux et des solutions qu'on pouvait mettre en œuvre. Alors sur les matériaux, on était assez contraints parce qu'il faut que ce soit alimentaire, il fallait que ça ne casse pas, fallait que ça coûte pas trop cher non plus évidemment. Et tout ça nous a orienté vers le choix du polypro, qui est un matériau facile à recycler, facile à fabriquer, assez courant, très utilisé déjà dans l'alimentaire d'ailleurs. Et à proposer des solutions sur toute la chaîne, à savoir, comme ils sont en vase clos, les produits usagés, ils sont toujours chez eux, ils peuvent tout à fait les récupérer, les trier et les emmener vers des filières de retraitement plus courtes pour recréer des objets utilisés dans leur propre restaurant. Donc, on a proposé de transformer cette vaisselle, les déchets de vaisselle, en plaques qui seraient utilisées sur du mobilier ou de la signalétique ou l'aménagement des restaurants pour allonger la durée de vie au maximum. On le verra d'ailleurs dans des exemples de la Fab Unit. C'est ça. Ça, la Fab Unit, on la devine un petit peu là sous forme de croquis, mais c'était en effet un projet en parallèle à ce moment-là. Penser la circularité, c'est aussi repenser la manière dont on conçoit les objets. Et là, on prend l'exemple de la cafetière, qui est un projet un peu global sur les déchets électriques et électroniques, qu'on a nommé « Désirer ce qui est jeté ». Le but était de se dire, on a cette ressource presque infinie de déchets électriques et électroniques. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Quand on regarde un peu plus dans le détail, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent encore et comment on pourra les réutiliser? Donc on s'est intéressé à ces composants et on fait l'expérimentation sur l'échelle d'un composant ou d'un sous-ensemble de composants, ce qui est plus simple à traiter pour nous. Donc l'idée était de se dire, on peut récupérer beaucoup de composants encore fonctionnels et les intégrer dans un produit qui saura les accueillir tous. Et c'est là où on inverse un peu le processus. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait le capotage d'un objet autour d'une base technique qui est déjà existante, définie, qualifiée, calibrée comme il faut par l'ingénierie, et on l'habille. Et on l'habille suivant les orientations marketing en termes de positionnement, de prix, de qualité perçue, etc. Ou de marque, de branding. Et là, on a la démarche inverse, c'est de se dire, on va créer un objet qu'on pense être dans les codes de ce qui peut rentrer dans les cuisines contemporaines, qui soit satisfaisant du point de vue esthétique, fonctionnel et usage. Et on va permettre à cet objet d'accueillir toute la variété de composants qu'on a pu récupérer pour le rendre fabricable déjà à partir d'un gisement hétérogène, ce qui est le cas quand on commence à traiter avec des déchets. Et notre réponse a été ce prototype, disons que c'est un prototype, avec une sorte de planche à trous, comme on peut avoir dans les ateliers pour fixer toutes sortes d'outils, où là on vient fixer la carte électronique, la résistance et tout le bouton qu'on aura récupéré d'une autre cafetière. Et finalement, cet objet il peut toujours ressembler à celui-ci en intégrant cette variété de composants récupérés. Donc c'est ce qu'on a appelé là de la réutilisation et qui est un projet expérimental, mais qui nous a amené vraiment à avoir cette réflexion de design inversé. Ce qui est intéressant, c'est que tu parlais au début de la présentation sur les différents éléments qui composent vos démarches et la désirabilité. Moi, je trouve que là, le pari est réussi.
de mon point de vue en tout cas. Bah, merci. Parce que- Ce qui est vraiment un enjeu, c'est de rendre désirables ces solutions alternatives pour avoir pas mal grenouillé, disons, dans le domaine du Fab Lab, du Maker et tout ça. On a vu plein de choses super intéressantes techniquement, des objets incroyables avec des compétences incroyables aussi, mais souvent un manque de travail sur l'acceptabilité ou un manque d'ambition, disons. Oui, parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là. Ouais, ils ou ont de pas, culture. oui, de mais, culture, ouais. mais nous, designers, ça nous choque heurte un peu. un petit peu. Ouais. Et on essaye de faire se rejoindre un peu ces mondes qui ne se connaissent pas forcément en faisant les deux. Parce qu'en fait, c'est pas du tout impossible de rendre des solutions vertueuses plus désirables. Et donc, on a tout à gagner à aller vers ça. Donc, je pense que ça fait partie de nos missions de designer. Ouais, tout à fait. Un autre enjeu, on parle de la ressource. Comment on design à partir d'un déchet. Donc là, on l'a vu sur l'exemple des déchets électriques électroniques. Là, c'est un autre exemple qui est plus local, qui commence à aborder un peu la thématique de la Fab Unit. C'est cet exemple du canoë de la Drôme qui est fabriqué en PEHD et qui fait 30 à 40 kg de matière, ce qui est beaucoup pour un objet, et qui a sa durée de vie, voilà, qui est soumis au galet, à un environnement extérieur, aux UV, et puis voilà, au bout d'un moment, il faut le jeter. Et c'est un des projets que porte la Fab Unit, c'est de récupérer ces canoës. C'est un projet assez emblématique puisque on descend la Drôme en canoë et on essaye d'en faire quelque chose au niveau local. Le but étant de transformer ce canoë en plaques et ensuite de transformer ces plaques en objets. Donc c'est ce qui a amené Thomas Merlin, qui est designer et porteur du projet aussi de la Fab Unit, à travailler sur cette chaise canoë. Et son point de départ, c'est ce matériau qui est plus souple que les autres matériaux qui ont pu être fabriqués et qui donc ne permettait pas de faire des tables ou des plans de travail parce que trop souple, justement. Donc il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, sachant que la Fab Unit a un équipement limité, on va dire, en termes d'outillage. On le verra après, mais de quoi travailler des plaques, et donc il est bien parti de cette plaque pour lui donner une forme, et en contraignant, c'est la souplesse du matériau qui permet de lui donner cette forme et de créer une assise qui soit autant enveloppante et confortable pour en faire une chaise. Donc cette chaise, on peut aussi parler de design inversé, c'est d'ailleurs Thomas qui le dit lui-même, puisqu'il est parti de cette contrainte de la matière pour aboutir à cet objet-là. C'est pas la démarche qu'on a habituellement, qu'on nous a enseigné. Dans des écoles, on apprend à dessiner et ensuite fabriquer ce qu'on a dessiné. Là, c'est vraiment la démarche inverse. Donc c'est un switch qui est assez intéressant, je trouve, dans la manière d'aborder la création. De créer à partir de la matière qui est disponible et de ses qualités. On peut juger comme un avantage ou un désavantage. C'est ça, mais c'est des contraintes, mais des contraintes qui peuvent être créatives en fonction des gisements qu'on a, du matériau qu'on peut avoir. On parlait de circularité, c'est pas le premier truc auquel on pense, mais pour avoir des choses à recycler, finalement, il faut organiser tous les circuits de collecte. Alors, on a mis l'exemple de TerraCycle, qui est un des gros acteurs dans ce domaine-là et qui intervient pour des marques pour créer des filières ultra qualitatives et ciblées sur de la collecte et du recyclage. C'est vraiment pas le plus facile à mettre en œuvre, en fait, cette collecte, parce qu'autant dans un sens ça fonctionne bien, une production centralisée, une diffusion assez large, tout ça c'est très bien organisé, autant le sens inverse, c'est très compliqué, parce que des objets ils sont partout, ils sont tous mélangés, et donc le gisement il est hyper diffus. Et faire cette boucle inverse, c'est extrêmement coûteux en énergie, et en transport, en main d'œuvre aussi.
Et ça limite pas mal finalement le potentiel du recyclage. Donc on progresse dans ce domaine-là, mais il y a quand même des filières qui sont complètement inexistantes, des matériaux qui pourraient se recycler mais qui ne se recyclent pas, parce que c'est compliqué d'aller chercher la matière. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est au-delà de la circularité, c'est la légitimité de certains objets. Si on veut aller un peu plus loin dans une démarche un peu plus radicale, c'est ce que propose de faire le master design et stratégie et design de l'Anthropocène, en disant qu'il faudrait peut-être carrément stopper certaines industries et les réorienter sur des nouvelles solutions. Mais disons que c'est une démarche qui n'est pas celle de la transition, mais celle de la redirection, donc beaucoup plus brutale, je dirais, et engagée. Donc je trouve ça assez intéressant, et j'ai mis les liens dans la présentation. Je pense qu'on pourra mettre des liens peut-être après, mais en commentaire. Mais c'est intéressant d'aller lire ce qu'ils proposent. Après, de manière un peu moins radicale, il y a ces objets qui accompagnent la transition écologique, et je prends comme exemple le travail de Faltasi, qui est une agence de design nantaise, et qui ont développé des petits objets. Alors, au départ, des petits objets comme celui-ci, qui est un urinoir qui est simplement planté dans la paille, et qui illustre parfaitement ce que c'est que l'économie circulaire à une toute petite échelle, avec une boucle très, très lisible. Et ce projet-là, je ne sais pas comment il est né, mais ça ressemblait plus à un projet une expérience, presque un projet du dimanche, je dirais. Et finalement, ça a bien marché. Il y a eu un beau succès de ce projet qui existe toujours, et qui a donné lieu à cette marque qui est Ecovore, et qui est toujours portée par ces designers, qui développent une famille d'objets pour la transition écologique, donc sur du compostage, sur de la récupération d'eau de pluie, sur la récupération des urines en ville, ou du verre, etc. Donc ils continuent de développer les toilettes sèches, et ils continuent de développer des solutions à la fois bien pensées, bien dessinées, mais tout à fait orientées sur ce genre de solutions à impact positif. Parce qu'ils mettent en œuvre aussi des matériaux. Je crois que le premier à gauche, là, je crois que c'est en tôle galvanisée, il me semble. Oui, le récupérateur de pluie. Enfin, c'est de l'industrie quand même lourde, mais avec quelque chose de. Alors ils ont mis en œuvre vraiment leur connaissance, c'est vrai, de designer industriel, avec toute la plus-value qu'il peut y avoir à la fois sur l'usage, l'intégration, l'esthétique. Ils ont des récupérateurs d'eau de pluie, c'est vrai, j'aurais dû les mettre, ils sont vraiment sympas, collés le long du mur sur les immeubles, ça fait des colonnes d'eau, c'est vraiment très, très chouette. Et tout ça au service de produire plutôt à destination des collectivités que des particuliers, mais pour justement avoir des solutions très globales, des solutions pour des quartiers ou pour des villes entières. Et tout ça, donc, ça nous amène sur la thématique des matériaux, puisqu'en fait cette circularité, on le voit, ça crée l'émergence de nouvelles filières, puisqu'on récupère, on collecte des déchets. Ça nous amène à la transformation de ces déchets vers des nouvelles choses. Et il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. J'en ai rassemblé simplement quelques-unes, dont une des plus connues qui est Le Pavé, qui est située en région parisienne. Mais je les ai mis parce que c'est assez proche de ce que nous, on a pu faire au niveau de la Fab Uni. Donc on s'est aussi inspiré de ce qu'ils ont fait. Et eux, ils ont franchi un cap, c'est ça que je trouve intéressant, du néo-artisanat vers une organisation industrielle, puisqu'ils arrivent, ils ont traité d'ores et déjà plus de 150 tonnes de plastique. Donc ils ont réussi à se switch en ayant un modèle nouveau, à passer à une organisation qui fonctionne, qui tourne, et qui va sans doute continuer à se développer. Et c'est assez inspirant quand on sait comme c'est compliqué de mettre en place ces modèles. Et en tout cas, où il y a tout à inventer, parfois les machines, le process, le circuit, même la proposition. Leur idée à eux, c'est d'aller se mettre sur le créneau du bâtiment, et de fournir des
revêtement pour le bâtiment, du parement mural, du sol, avec du plastique recyclé, donc de la matière post-consommation qui a déjà servi avant. Un autre exemple, c'est le métis, qui est un matériau isolant qui existe depuis longtemps. C'est le Relais, qui est une entreprise d'insertion qui maquille un peu avec Emmaüs, qui collecte les vêtements dans les points d'apport volontaire et qui les transforme pour partie. Tous les vêtements en coton sont transformés, déchiquetés, transformés en matériaux isolants. Ça marche très très bien. C'est un matériau comparable aujourd'hui à ce qu'on a en laine de bois ou d'autres matériaux comme ça alternatifs pour l'isolation. Et c'est très efficace. Donc on voit que ces filières, pour certaines, arrivent à se transformer, à devenir des solutions à la fois pérennes et industrielles. Un autre exemple sur un autre type de matériau là, qui est issu de la mer, avec le scale, qui est à base d'écailles de poisson et qui est simplement un coproduit de la pêche, puisque les poissons sont écaillés. Et c'est cette matière qui n'est pas forcément très attirante au départ, finalement elle a plein de propriétés hyper intéressantes en mécanique. Et ils arrivent, je ne connais pas la formule magique, mais ils arrivent à le transformer sous forme de plaque avec un aspect marbré qui est intéressant pour l'architecture, l'aménagement, voire le mobilier, pourquoi pas. Donc ce coproduit du poisson que je trouvais intéressant parce que c'est pas forcément intuitif. Et dans ce registre-là, il y a l'initiative de l'atelier Luma qui est basé à Arles, sur disons proche de la Camargue, et qui a pour vocation de justement explorer des nouvelles filières de matériaux qui seraient issus de la faune et de la flore locale, en se disant il y a une biodiversité incroyable, par contre il n'y a plus d'emplois, mais il y a peut-être moyen de réinventer des nouvelles choses et des nouveaux matériaux et des nouvelles filières de manière écologique et durable, bien évidemment, pour redynamiser l'écosystème et l'économie locale. Donc c'est vraiment un projet à la fois ambitieux et hyper vertueux. Ils appellent ça la biorégion. Et je prends juste un exemple parmi ceux-ci. Il y en a plein sur leur site internet, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est les stations de cristallisation. En fait, il y a les marais salins en Camargue, qui produisent du sel pour la consommation courante, pour l'industrie. Et ils ont eu l'idée de venir créer des carreaux sur lesquels le sel allait se cristalliser. Donc, c'est-à-dire de maîtriser, d'essayer de maîtriser ce processus de cristallisation sous la forme d'un objet. Donc ça se présente sous la forme de cadres transparents comme ceci, où il y a une grille au fond qui est plongée dans l'eau et qui suit ce processus de cristallisation. Donc en fait, les carreaux, il y a des manipulations à faire pendant une quinzaine de jours, mais le sel vient se constituer petit à petit et vient remplir l'espace. Donc ça reste un processus de fabrication complètement naturel, mais qui donne lieu à la fin à un véritable objet. En l'occurrence, ça reste une expérimentation. C'est des carreaux qui sont utilisés dans la tour Luma, qui est une magnifique tour au centre de cet espace Luma à Arles, mais qui a des caractéristiques phoniques et esthétiques tout à fait intéressantes. Et au-delà de cette expérience, c'est ce principe de faire pousser des objets qui est vraiment une nouvelle manière de concevoir les choses. Et je pense que c'est que le début de ce type de recherche. Ils ont aussi tout un volet sur la filière agricole, les biomatériaux, et notamment les plantes invasives. En fait, ils sont embêtés avec, je ne saurais plus nommer le type de plantes, mais qu'on retrouve partout. Et peut-être qu'en les utilisant, ces plantes, on trouverait un intérêt à ce qui est aujourd'hui un problème. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là.
Et c'est pour nous designers autant d'opportunités créatives pour essayer de faire quelque chose avec ces matériaux, de trouver des applications. Là, on parle beaucoup de mobilier, d'aménagement, d'architecture. Effectivement, faire des panneaux, faire des plaques, c'est peut-être ce qu'il y a de moins contraignant aujourd'hui, ou en tout cas de plus accessible. Mais on peut imaginer demain d'aller beaucoup plus loin et d'intégrer ce type de matériaux dans un peu tous les produits courants de la vie quotidienne. À titre d'exemple, dans les projets que nous on a pu réaliser, je voulais parler de ce projet qui s'appelle Terra, qui est celui d'un abri de bus sur la commune, l'agglomération de Montpellier, qui est porté par Transdev, qui est un laboratoire, qui dispose d'un laboratoire sur cette thématique du transport et des transports en commun. Et l'enjeu de ce projet était de créer de la fraîcheur, un arrêt fraîcheur pour que les usagers soient plus au frais pour attendre le bus. Puisqu'on subit de plus en plus des canicules, des fortes chaleurs, et pour inciter les gens à prendre les transports en commun, qui est plutôt une solution vertueuse, il faut leur amener du confort, et notamment cette solution, cette fraîcheur qui est plébiscitée. Et notre approche sur ce projet-là, ça a été plutôt de réinterpréter des matériaux ou des techniques anciennes, plutôt que d'aller mettre des climatiseurs ou des choses qui sont les solutions qu'on trouve aujourd'hui principalement dans l'habitat, dans la voiture, dans le tertiaire. Donc on est allé chercher au niveau de la céramique et de la terre pour ses propriétés thermiques et poreuses, en réinterprétant des principes qui existent déjà, qui sont plutôt des principes low-tech, qui ont déjà pu être expliqués ici d'ailleurs par d'autres intervenants. En l'occurrence, là, on est sur un principe d'évaporation de l'eau qui serait contenue dans la céramique par le passage d'un flux d'air. Et cette évaporation crée de la fraîcheur. Donc, en ayant simplement de l'eau et de l'air, on arrive à créer du frais. Et on vient combiner cette solution-là, on l'a vu avant, avec du végétal, de l'ombre et de la masse. Là, en l'occurrence, c'est de la terre crue, du pisé, qui a été utilisé pour les assises. Et en combinant ces différentes solutions, on a obtenu cette expérimentation, c'était vraiment une phase expérimentale, d'un nouveau type d'abri de bus, vraiment basé sur les low-tech, avec des matériaux qui ont pas mal interpellé les usagers, parce que très différent de ce qu'on peut trouver habituellement dans l'environnement urbain, et qui a été pas mal plébiscité parce que justement plutôt en phase avec ce que les gens recherchent aujourd'hui, avec plus de naturalité, avec de la végétation et des matériaux naturels. Donc c'est un projet qu'on souhaite poursuivre et qu'on va poursuivre en améliorant les principes qui ont le mieux marché, en abandonnant ceux qui ne marchaient pas, et on espère qu'on pourra les déployer de manière plus large sur l'agglomération. C'est essentiellement expérimental. Tout à fait, ouais. Là c'était une expérimentation. Mais qui résonne, parce qu'il y a aujourd'hui d'autres territoires, d'autres villes. Transdev, c'est une boîte nationale ou internationale, donc qui peut dupliquer aussi des initiatives d'un territoire à un autre. Donc en conclusion sur ces matériaux, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ont bien souvent un ancrage qui est local. Quand on parle de céramique, de terre par exemple, en fait la terre, il y en a un peu partout, mais des terres différentes avec des propriétés différentes. Et cette diversité qui est valable pour la terre, mais pour bien d'autres matériaux, elle est, comme on disait tout à l'heure, une opportunité de créer des choses singulières à un territoire ou à un autre, avec les spécificités qu'on peut avoir dans les usages ou dans les applications en fonction de là où on se trouve. Ça me fait penser à des photos, par exemple, j'avais vu ça de villages au Maroc, où tu vois les villages qui ont la même couleur que la terre, donc qui se confondent complètement dans le paysage. Du coup, on pourrait revenir aussi à un peu,
c'est le cas aussi, en fonction des régions en France, on n'utilisait pas les mêmes matériaux pour les constructions. Et du coup, il y avait aussi, par rapport au territoire, une image, en fait, une identité qu'on retrouvait beaucoup dans les habitations. Du coup, on pourrait retrouver aussi, grâce à ces nouveaux objets, une sorte d'identité aussi par rapport à l'environnement, pas une identité, oui, plutôt en lien avec l'environnement. Si, moi je pense qu'on peut parler de ça, parce que typiquement sur les canoës, on voit que c'est des couleurs, c'est des couleurs de canoë, donc en fait c'est des couleurs assez flash, il faut faire avec ça. Et qu'est-ce qu'on arrive à dessiner, à fabriquer à partir de ça qui soit convaincant et qui puisse séduire les gens, et ça restera toujours spécifique à ce territoire, parce que oui, dans le département d'à côté, il n'y aura pas les canoës, ce sera d'autres couleurs parce qu'ils font pas de l'agriculture ou je sais pas quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant d'être passé par cette. On est dans la standardisation aujourd'hui largement parce que du fait de cette production centralisée, et on va vers quelque chose de plus divers et d'assez riche finalement. Et de plus représentatif de ce qui se passe dans le territoire. C'est ça. Super. Alors, on prend les questions. Alors, j'ai oublié de le préciser au début de la conférence, mais ceux qui ont l'habitude de voir les conférences le savent. On fait une petite pause questions-réponses. N'hésitez pas à participer dans le chat. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais n'hésitez pas, pour la deuxième partie de la présentation, à nous envoyer vos questions sur le chat. Et puis, Bertrand, moi, ce qui est intéressant, moi, je trouve, par rapport à déjà cette première partie de ta présentation, donc c'est qu'on voit toute la question, déjà tu abordes tout de suite la question environnementale, circularité, qui sont maintenant font partie des nouveaux enjeux qui, j'imagine que tes clients aussi te demandent petit à petit, que ça vient dans les projets. De plus en plus. Donc ça c'est hyper encourageant. Je crois que toi tu as une formation spécifique en éco-conception. Oui, c'est ça. Après, j'ai fait une année à Chambéry à l'Institut de l'ENSAM sur l'éco-conception. Ok, donc ça t'a permis d'avoir ces notions-là, d'impact environnementaux. C'était vraiment très complémentaire de ce que j'ai pu apprendre à Compiègne en école d'ingénieur et de design. Je trouvais qu'il manquait cette composante environnementale. Et c'était une approche très ACV et RSE aussi un peu. Mais moi, c'était vraiment la composante produit qui m'intéressait. Je trouve que c'est un passage qui est intéressant puisque ça permet de prendre conscience des impacts environnementaux avec ces outils d'analyse du cycle de vie, de voir où est-ce qu'ils sont répartis dans les différentes phases du cycle de vie. Mais après, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'approche plus systémique, plus globale, on peut aussi, une fois qu'on a ces connaissances de base, un peu s'en détacher pour aller plutôt dans des logiques plus globales, plus générales. Parce que si on reste un peu focus sur les résultats d'analyse de cycle de vie, d'impact environnementaux, c'est un petit peu enfermant. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a un côté qui fait qu'on est un peu crispé sur ces aspects-là, alors que ça nous empêche de voir tous les autres possibles. Disons que c'est un outil formidable, mais qui est partiel. En fait, ça ne va pas questionner le sujet sur lequel on travaille. On va être focalisé sur la solution technique pour le mettre en œuvre, qu'elle soit la plus vertueuse possible, sans forcément s'intéresser à pourquoi on fait ce projet et avoir justement cette approche plus systémique qui est pour moi le gros avantage de l'approche du design, c'est d'être un peu plus global. Ouais, tout à fait. Et donc du coup ça amène la question des matériaux que tu as très bien présenté puisqu'on en a besoin dans le cas de nos métiers qui sont plutôt sur le design de produits, même si chez Entre autres vous faites aussi le design d'interface, il y a plein d'autres métiers du design que vous maîtrisez. Mais du coup, là, donc, il y a la question des matériaux. Donc, on voit qu'il y a des matériaux qui émergent, des nouveaux matériaux qui sont vraiment qu'on ne connaît pas encore. Enfin, il y en a plein qui vont arriver, plus locaux. Oui, mais en faisant les recherches, il y en a, en fait, c'est infini. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et après, il y a des matériaux très simples, du bois, du métal, des choses qui peuvent être réutilisées, transformées de manière locale assez simplement. Oui. Et puis donc là, je vais te laisser présenter la suite où là on va plus rentrer vraiment dans le vif du sujet de la production avec des exemples sur lesquels vous avez pu travailler chez Entre autres. Oui, tout à fait. Alors la suite, c'est justement comment on repart de l'organisation
centralisé et linéaire aujourd'hui vers quelque chose de plus diffus à une plus petite échelle. Donc cette production centralisée, j'en parlais tout à l'heure, elle a des avantages, hein, c'est qu'elle est très efficace, elle s'est construite dans la durée, ça permet de faire des économies d'échelle, d'avoir accès à une main-d'œuvre à bas coût en Asie, donc de pouvoir proposer des prix de vente accessibles à beaucoup de gens. Aussi d'avoir accès à des techniques ou des technologies qui demandent des investissements très importants, et donc ce qui permet aujourd'hui de faire ne serait-ce que des piles, des batteries. Il n'y a pas beaucoup de fabricants dans le monde de batteries, et ça c'est parce qu'on a concentré des moyens et des technologies. Mais on a vu les problèmes que ça générait du point de vue environnemental, social, et puis on a vu aussi qu'il y avait des bugs des fois dans ce fonctionnement-là. Un exemple assez évident, ça a été celui des masques pendant la crise du Covid, en se disant en fait on ne produit plus rien sur notre territoire, donc on n'a plus accès à ces choses dont on a besoin. Et j'ai pris cet exemple-là, je ne tenais pas forcément à parler du Covid, mais ce qu'on a pu voir à ce moment-là, c'est qu'au Fab Lab de Cré, quasiment du jour au lendemain, ils se sont mis à produire des équipements qui faisaient défaut pour les hôpitaux et les soignants de la région, mais de manière presque automatique. Disons qu'ils y sont allés très vite, très naturel, en soutien, disons, en mettant les moyens de fabrication du Fab Lab, donc qui restent limités, mais en étant capable de produire de la série. Je ne sais plus, c'est plusieurs milliers de pièces qui ont été fabriquées au Fab Lab, alors qu'il y avait au niveau de l'organisation nationale des pénuries dans tous les coins. Il y a pas mal de petites structures, de petites entreprises, de petites industries aussi, qui ont switché leur production et qui ont été capables d'avoir cette agilité qu'on ne peut pas avoir sur des grosses entreprises, des grosses organisations. L'outil, il a une telle inertie qu'il n'est pas du tout agile. Donc c'est ce que je voulais montrer à travers cet exemple-là, c'est qu'avec des moyens plus modestes et des organisations plus petites, on est capable d'avoir cette versatilité, finalement de produire ce dont on a besoin là où on s'en sert. Et c'était un révélateur de cette capacité et qui mettait en lumière quelque chose qui existe, qu'on savait déjà, mais c'est cette notion de capacité productive qui a été pas mal analysée par la FabCity, qui est une asso qui s'occupe de promouvoir justement l'autosuffisance des villes. On ne parle même pas d'un pays, mais des villes. Et ils ont fait cette analyse en donnant par secteur un nombre de points sur la capacité d'une ville à satisfaire ses besoins. Et là, on a le top de la liste, qui est un peu contre-intuitif d'ailleurs. J'aurais pas dit que Paris était aussi haut, mais c'est que au final, à l'échelle nationale, il y a 97% des choses qu'on utilise dans une ville qui sont produites à l'extérieur. Donc on est autosuffisant sur 3%. Et les choses qui viennent de l'extérieur, elles parcourent en moyenne plus de 6000 km avant d'arriver là où elles sont utilisées. Donc c'est des chiffres qui sont assez fous, parce que en fait, depuis les années 70, donc ça fait en 50 ans, on a perdu en France 50% de notre capacité de production. Et les emplois qui vont avec, et l'organisation, le tissu industriel, de fabricants et artisanal qui peut aller avec. Ça, on peut dire que c'est mondial, mais il y a peut-être une particularité un peu plus fort en France, j'ai l'impression, que d'autres pays comme l'Italie. Je pensais à ça. Je pense qu'en Italie, ils ont réussi à maintenir un tissu beaucoup plus actif. En Allemagne aussi, la petite industrie se porte très bien. Alors en France, je sais pas, moi je ne saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, c'était nous un des points de départ pour travailler sur le projet de la Fab Unit. Et donc si on va creuser un peu plus là sur ce qu'a pu faire FabCity,
il parle de l'effet multiplicateur local, c'est-à-dire que quand on produit pour 100 euros de production dans n'importe quel secteur, il y a une retombée indirecte qui se fait par cet effet multiplicateur qui va générer d'autres revenus et d'autres emplois de manière indirecte, toujours dans le même bassin. Le but étant de faire augmenter cet effet multiplicateur pour que l'économie elle reste, disons que centralisée ou localisée, et qu'on crée de la richesse qui reste sur le territoire et qui crée une toute petite boucle vertueuse. Donc ça, c'est les différents secteurs qui sont concernés par la Fab City. Nous, à notre... c'est eux qui mettent un peu en avant cette tendance sur donc la petite échelle et donc les micro-usines et ces formes d'organisation beaucoup plus petites et plus locales, elles se sont énormément développées et on en trouve un peu dans tous les secteurs, dans l'alimentaire, dans le vêtement, dans la fabrication de textiles aussi. Et en fait, ce mouvement-là, il permet de couper un certain nombre d'intermédiaires qu'il pouvait y avoir entre le producteur et le consommateur final, de raccourcir cette supply chain dont on parlait tout à l'heure, donc d'être plus au contact avec ses clients finaux et au passage de sauver des marges en fait et des accumulations de coûts, de logistique, d'intermédiaires qui font le prix des objets des objets à la fin, le prix que le consommateur va payer. Et en chantant toute cette organisation-là, en étant en direct, finalement, on arrive, sur certains secteurs en tout cas, à concurrencer ce qui existe dans une organisation plus centralisée. Remettre ces coûts-là sur des coûts de main-d'œuvre, par exemple, qui peuvent être un peu plus élevés. Oui, voilà, par exemple. Donc c'est un modèle qui est émergent, mais qui est quand même largement développé à travers plein d'initiatives qu'on a pu voir, et qui peut venir se greffer aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure en termes de filières de matériaux qui sont localisées aussi. Donc c'est vraiment ces composantes-là qui se répondent pour construire un nouvel écosystème et des nouvelles solutions. Donc c'était notre point de départ un peu avec la Fab Unit. Donc on a eu accès à une étude du même cabinet Utopie, j'ai mis le lien d'ailleurs précédemment là, sur les villes fabricantes. Ils ont fait une étude au niveau de notre territoire de la Drôme, auquel on a eu accès. On était dans le même ordre d'idée dans les chiffres avec du coup beaucoup de choses qui sont importées sur le territoire et notamment du mobilier, beaucoup de mobilier. Les chiffres c'était plus de 90% d'importation et dont plus de 70% qui vient de l'étranger. Et quand on sait, comme nous, comment on fait du mobilier, on se dit mais c'est trop dommage de ne pas essayer de faire nous-mêmes, parce qu'on parle de choses qui sont techniquement accessibles. On est sur des tables, on est sur des bureaux, on est sur des étagères, enfin des choses que finalement on pourrait envisager de faire nous-mêmes. C'est pas du smartphone. C'est ça, on est sur des techniques qu'on connaît, qu'on maîtrise, en tout cas qui sont accessibles. Et on avait investi nous d'énergie dans la création du Fab Lab. Le Fab Lab qui est un lieu formidable où il y a plein de projets qui se créent, on prototype, on expérimente, on voit émerger des choses. Par contre, il n'y avait pas de réponse sur ce qui se passe après. Une fois qu'on a un projet qu'on veut produire, en fait, il faut repartir dans des circuits classiques. Et il y a un élu qui nous a un peu soufflé cette idée de dire, à travers un projet de mobilité qu'on a fait au niveau local sur la Drôme, enfin sur la communauté de communes même pour être précis, il nous a soufflé l'idée de produire des bornes, des stations de mobilité de manière locale. Et donc ça a été un peu le prétexte pour créer cette Fab Unit, donc pour créer le circuit court des matières et des objets à l'échelle du territoire, donc qui est un bassin de vie autour de la rivière de la Drôme qui est assez bien défini, délimité, et qui reste un territoire rural avec 30 000 habitants, je crois, sur le bassin de vie. Et on s'est dit, on va essayer de capter les déchets du territoire et de les transformer en
nouveau produit pour les besoins du territoire, pas pour l'exporter, mais pour répondre à nos besoins. Donc c'est pour ça que le lien avec les collectivités et le mobilier urbain ou les choses dont la collectivité peut avoir besoin, il est assez fort, parce que c'est d'abord au service de ces solutions-là. Et pour rentrer plus dans le détail sur l'organisation de la Fab Unit, c'est d'abord un atelier plastique. Donc on peut voir ici la ligne de production des plaques sur le modèle du pavé. Donc on vient fondre de la matière sous forme de paillettes dans un cadre. On la passe dans une presse chauffante et ensuite on laisse refroidir les plaques tranquillement avant de les démouler. On peut transformer là finalement plein de sortes de plastiques, mais ce qui fonctionne le mieux c'est le polypro et le PEHD. C'est des matériaux très courants dans l'emballage notamment, mais pas que, dans le mobilier aussi on en trouve pas mal, et qui ont des propriétés intéressantes pour fabriquer d'autres choses derrière. La Fab Unit, il y a aussi cet équipement qui est une fraiseuse, qui est très, très classique, hein, mais qui permet donc de transformer les plaques qu'on aura fabriquées et de leur donner une forme, des usinages, des poches. Voilà, on peut faire plein de choses avec, et c'est aussi avec cette machine-là qu'on vient transformer les panneaux de bois qui sont assemblés ensuite pour fabriquer du mobilier. Donc aujourd'hui, on travaille principalement ces matériaux, le bois et le plastique, pour créer des nouveaux objets. Je dis on, en fait nous on est impliqué dans la création du projet, mais on n'en fait plus partie. C'est vraiment le 8 Fab Lab qui porte le projet Fab Unit. Ils ont une enseigne Fab Unit, mais c'est le 8 Fab Lab, la structure mère. Et toujours dans le même local, il y a cet atelier d'assemblage et de finition pour finir les produits et avoir des produits, des produits à livrer, sachant que le modèle c'est de ne pas avoir de stock, c'est pas le but de fabriquer plein d'objets et de les stocker, donc on a une zone tampon très faible et un local qui est assez limité en surface. Mais pour répondre à ces petites et moyennes séries, ces commandes de petites et moyennes séries d'objets. Donc quand on dit petite et moyenne série, pour donner un ordre d'idée, c'est on va dire entre 10 pièces, on est dans la petite série, jusqu'à 100 pièces, c'est déjà des moyennes séries. Si on est sur du mobilier, on aura du mal à aller beaucoup au-delà par rapport à la taille de l'équipement tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ai mis ce petit visuel qu'ils avaient fait à la Fab Unit, donc sur la thématique du circuit court. C'est qu'on connaît bien aujourd'hui cette notion-là dans l'agriculture et sur l'alimentation. La Drôme, elle est très bien dotée de ce côté-là. Il y a aussi pas mal de producteurs. Et c'est peut-être pas. Enfin, ça va aussi dans cet esprit de proposer des transformations au niveau du territoire, de dire on fabrique aussi notre mobilier. Et donc, c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui à la Fab Unit, de proposer du mobilier en circuit court. Et il y a eu une extension, je dirais, à ce projet Fab Unit, c'est le projet Paillettes, puisque nous on transforme dans cette unité de fabrication du copeau de plastique, il faut qu'on trouve du copeau de plastique. Et c'est pas si simple que ça. Je parlais au début de la difficulté de trouver, de collecter. Ça a été le cas aussi pour la Fab Unit, puisqu'en fait le plastique recyclé c'est relativement recherché aujourd'hui même par les industriels qui sont plus ou moins forcés de s'y mettre, notamment par la loi AGEC. Et puis l'ambition de départ était de recycler des déchets du territoire. Donc en fait il n'y a pas trop de sens d'aller acheter du plastique recyclé loin pour le transformer. D'où ce projet Paillettes qui est un projet de collecte et de broyage qui est à 30 km, à Die, avec des équipements qui ont été mutualisés par pas mal de structures pour porter ce projet et pouvoir transformer le plastique du territoire en copeaux qui partira en partie vers la Fab Unit et puis vers les autres filières existantes. Donc en fait, les solutions, elles ne sont pas centralisées, encore une fois, c'est la combinaison de plusieurs initiatives locales, très
modeste en termes de taille, mais qui apporte finalement toute la chaîne nécessaire et le maillage nécessaire pour que le projet fonctionne. Donc ça nécessite de bien dialoguer avec l'ensemble des, enfin, des différentes entités, et puis même j'imagine c'est les collectivités locales qui... Alors ils sont impliqués, plutôt embarqués, ils ne sont pas forcément toujours moteurs, Okay. mais en tout cas ils sont dans la boucle. Et c'est, je pense, moi je dirais que c'est plutôt grâce à des acteurs tels que Carole Tourini ou Thomas Merlin qui travaillent dans ces structures, qui font bouger les lignes, quoi, et qui poussent des projets. Ce qu'ils font, ils montrent qu'on peut faire des choses sympas, et du coup ça après c'est ça. Voilà, on fait une sorte de démonstrateur, puis après on va chercher. Et puis ouais, c'est comme tu le dis, ils le font. C'est pas que une projection, c'est on fait, on démontre et on embarque. Très bien. Cette initiative-là, elle a été basée sur le projet Precious Plastic, qui est quand même assez connu, je pense, maintenant, en tout cas dans la communauté du design, mais qui est l'initiative de designers hollandais qui ont développé une famille de machines pour transformer les déchets plastiques en produits. Donc là, je ne sais plus quelle version de produit on voit, mais la sheet press, donc la machine à fabriquer des plaques, elle a été réalisée à partir de plans issus de cette communauté. Et c'est justement une communauté, donc chaque fois qu'il y a un projet qui se monte, il est documenté, et les plans et les solutions, elles sont partagées au reste de la communauté. Donc notamment sur la sheet press, il y a eu des adaptations de fait par rapport au plan de départ, et c'est retourné dans le circuit en mode open source, quoi. Donc c'est très intéressant comme type de fonctionnement, et ça permet justement de voir émerger pas mal d'initiatives et de lieux sur le type de celui de la Fab Unit, et aussi de se partager ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ils ont aussi travaillé sur cet atelier mobile, donc sous forme de container. Donc en fait, dans un container, on peut retrouver les principales machines qui permettent de transformer de la matière et d'aller directement sur des sites qui peuvent être parfois des décharges à ciel ouvert. Voilà, il y a une activité qui va se créer à partir de cet outil pour traiter les déchets qui sont sur place. Là aussi, c'est des initiatives, on montre que c'est possible, quoi. Après, c'est des trop petites échelles pour que c'est un réel impact pour le moment, mais on montre que c'est possible en espérant qu'il y a d'autres acteurs qui s'approprient ça pour que ça soit fait de manière... Oui, c'est un déclencheur, quoi. Ça, c'est censé ensuite se transformer sous la forme d'un projet industriel, artisanal ou peu importe, mais c'est en tout cas de lancer l'initiative. Et il y a aussi une vocation de formation, je pense, et de sensibilisation selon les zones où on pourrait implanter ce genre d'outils pour montrer qu'il y a des choses possibles à faire. Et que ces déchets, finalement, sont des ressources. Dans des domaines plus techniques, il y a aussi des initiatives intéressantes avec des micro-usines urbaines, notamment à Paris, Nantes et Lyon, qui sont portées par Kitmaker, qui est une boîte de développement qui conçoit des produits techniques, technologiques, et qui est capable de faire de la série ou de la pré-série ou des petites séries d'objets relocalisés dans ces grandes villes. Donc, souvent assez proche des porteurs de projets, c'est aussi ça qui est intéressant, et qui répond à un vrai besoin, parce que dans ces domaines-là, il y a des savoir-faire et des techniques qui sont très spécifiques, et qui ont longtemps été finalement tout délocalisés en Asie. Nous, on a même récemment eu les plus grandes difficultés à essayer d'industrialiser un produit technique ou technologique en France ou en Europe. Et on aurait, je pense, se serait facilité la vie à aller voir un fabricant en Asie, parce qu'il aurait fait plus vite et moins cher. Mais donc c'est intéressant d'avoir aussi ces initiatives qui permettent de ramener des solutions plus techniques, plus proches Et il y a, je pense, quand même un certain mouvement en train de se faire dans ce sens-là, pour rapatrier des choses qui étaient faites loin, et on voit ce qui perd un peu du sens aujourd'hui. Ça permettrait de maintenir et de redéployer des savoir-faire qu'on a perdus. Oui, oui, il y a des choses à reconstruire complètement.
Un autre type d'exemple de produit qu'on trouve plutôt sympa, c'est le Open Funk Remix. C'est un petit électroménager qui est un mixeur et qui est fait dans cette optique-là, avec des matériaux qu'on peut reconnaître, comme les plaques de plastique recyclées, à une échelle de micro-factory à Berlin et à Paris. Et donc c'est un objet, on peut le voir après, qui a été conçu pour pouvoir être fabriqué dans ce type de lieu, comme la Fab Unit par exemple. J'imagine très bien qu'on puisse fabriquer ce genre d'objet à la Fab Unit, et qui a en même temps une vraie plus-value en termes d'usage. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut venir visser n'importe quel pot du commerce comme contenant pour venir mixer sa préparation et le conserver ensuite au frigo. Enfin, il y a de l'intelligence qui a été mise dans l'usage et dans la construction et dans le mode de fabrication. Donc c'est vraiment un produit très smart. Et pour aller encore un cran plus loin, on pense à l'automobile, qui est un des secteurs les plus compliqués, technologiques, organisés, centralisés. Il y a cette initiative de Gazelle Tech. Il y en a d'autres comme Kilo, mais je voulais présenter un nouvel exemple. Gazelle Tech, c'est une voiture électrique qui est plutôt sobre, c'est-à-dire 2 fois moins lourde que ses concurrentes, avec une ambition de performance beaucoup plus sobre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller le plus vite possible, à être le plus puissant, c'est surtout satisfaire le besoin de mobilité, avec le produit le plus simple et le plus léger possible. Donc il y a une recherche sur les matériaux, évidemment, sur les types de moteurs, tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'envisagent pas de créer une usine pour assembler ces gazelles, mais c'est de créer ces micro-unités avec 4 containers. Ils ont de quoi assembler la voiture avec le contenu d'un atelier du bon bricoleur. C'est vraiment ultra simple, c'est que de l'outillage standard. C'est des emboîtements de pièces qui sont bien pensés. Alors il faut un peu de main d'œuvre évidemment pour transporter les pièces, mais ils arrivent à aller très vite pour assembler cette voiture qui ressemble pas mal, j'ai pas mis d'autres photos, mais qui ressemble pas mal à une voiture de l'industrie. Donc c'est quand même un super exercice qui a été réalisé là. Et j'espère qu'ils réussiront à déployer ces micro-usines, puisque l'idée c'est de pouvoir évidemment produire partout ces petites voitures au plus proche de là où elles seront utilisées. Pour aborder la thématique des techniques, finalement ces nouvelles organisations, elles s'appuient aussi parfois sur des technologies, des process qui peuvent être technologiques, mais qui sont intéressants. Évidemment, la fabrication additive. On avait imaginé, quand j'étais petit, j'avais vu ce visuel avec la photocopieuse d'objets. Alors, j'ai pas retrouvé de visuel pour illustrer ça. On mettait un objet dedans, on appuyait sur un bouton, puis il y avait tout plein d'objets identiques qui sortaient. Et en fait, c'est ça, l'impression 3D. On peut dupliquer de manière presque à la maison des objets qu'on peut avoir en 3D à la base. Ça s'est largement développé dans l'industrie aujourd'hui pour être utilisé sur de la production en série, dans l'aéronautique, dans l'automobile, on en parlait. Mais ça permet aussi de le faire à une échelle beaucoup plus réduite. Des équipements, ils sont très accessibles aujourd'hui. On en a dans des lieux de fabrication comme les Fab Labs ou des petits ateliers. Et donc on peut envisager de fabriquer aussi localement grâce à cette technologie-là. Et un petit exemple de projet sur lequel on a pu travailler, qui est un produit plutôt technique, c'est un module de caméra utilisé dans l'industrie pour faire du contrôle en réalité augmentée. L'application finalement n'a pas trop d'importance ici. L'intérêt de la fabrication additive ici, ça a été qu'on a pu concevoir l'objet sans envisager de fabriquer des outillages, donc des moules pour fabriquer ces pièces,
en réalisant des géométries qu'on n'aurait pas pu faire autrement avec un process d'usinage ou d'injection plastique ou autre, ce qui nous permet d'avoir moins de pièces. Et donc on a très peu de composants en fait, donc un assemblage beaucoup plus simple, un prix aussi qui a été réduit pour un résultat qui était très satisfaisant pour nous et puis pour le client et les utilisateurs finaux. Donc on voit que ce type de fabrication a beaucoup d'avantages, même en termes de délai. Les pièces, on peut les avoir très, très rapidement. Donc là, c'était pas juste pour un prototype, c'était pour faire une petite série. Alors on l'a utilisé pour le prototyper, mais ce sera le même process utilisé pour la série, parce qu'on parle de quelques dizaines ou centaines d'objets au maximum. Donc ça n'a pas de sens d'aller vers des outillages d'injection plastique Très coûteux. Voilà, qui sont adaptés à la grande série. Dans le même domaine, il y a ce projet qui est intéressant avec l'impression 3D directement dans le désert à partir de l'énergie solaire. En fait, on a une sorte de concentrateur qui vient créer un rayon, qui vient faire fondre le sable pour créer ce qu'on peut appeler du verre. Donc ça reste très expérimental, mais finalement on voit que cette techno, elle peut être adaptée à des projets très expérimentaux ou très petite échelle. Ce projet, c'est génial. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec l'impression céramique, puisque là on est sur un matériau ancestral, on réinterprète quelque chose de traditionnel avec cet apport de la technologie. Moi je dirais presque que l'impression 3D c'est low-tech aujourd'hui, parce que finalement on ne fait que piloter une tête et un débit, enfin, c'est vraiment très très accessible. Et c'est ce qu'on a souhaité faire avec le Fab Lab, donc en achetant cette machine, c'était expérimenter le matériau et les possibilités de ce process pour vraiment questionner la création d'objets en céramique et savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en alliant les deux. Et ça a été un sujet un peu récurrent pour nous depuis 2016, depuis qu'on a eu accès à cette machine. On a commencé par faire des boucles avec la terre et créer cette petite collection d'objets parce qu'en fait les boucles en impression 3D normalement c'est un peu interdit sur du dépôt de fil plastique, faut pas que ça se croise, mais avec la terre on peut. Donc c'était intéressant de pouvoir constater ça et d'expérimenter ça. Puis finalement ces boucles, on s'est dit qu'elles pouvaient nous servir à faire des pots à réserve, donc créé une double paroi dans laquelle on pouvait contenir de l'eau. Oui, parce que là, l'idée, c'est que ça se fasse avec un seul parcours, quoi, pour éviter aussi les ruptures. C'est ça, oui, c'est un mode continu, donc en fait, qui est adapté. La machine est un peu capricieuse, donc moins on la dérange, mieux c'est, donc elle ne peut pas trop s'arrêter et on a un flux continu de matière. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir des objets bien finis sans avoir à y retoucher, parce que pour le coup, on n'est pas du tout céramiste et donc on maîtrise mal le geste. Et c'est une approche très différente des artisans qui ont pu expérimenter la machine, où eux, ils ont l'habitude de manipuler la terre. Ils ont été parfois un peu troublés par ce nouvel outil qui venait un peu interroger leur manière de travailler. Mais en fait, ça ne va jamais remplacer les céramistes. Ça permet de faire d'autres choses, des géométries, des formes, des choses qu'on ne fait pas à la main habituellement. Et ce qui nous amène doucement vers ce projet du rafraîchisseur sur lequel on travaille encore aujourd'hui, où en créant cette cavité dans laquelle on vient mettre de l'eau, on profite de ce procédé donc j'expliquais tout à l'heure, où on crée de la fraîcheur. Et grâce à l'impression céramique, l'impression 3D, on a essayé d'augmenter au maximum la surface de contact entre l'air et l'eau pour profiter au maximum de cet effet d'évaporation. Et ce qui a donné lieu à ce projet donc, du rafraîchisseur low-tech, qui est un petit ventilateur qui est basé à la base dans le pied et qui envoie de l'air et qui vient créer du frais en fait, en faisant évaporer l'eau qui est contenue à l'intérieur de l'objet. Donc ce qui était un projet expérimental devient un projet de produit, puisqu'aujourd'hui on envisage finalement de le fabriquer en série en utilisant aussi l'impression 3D, avec cette fois-ci un robot qui viendrait créer les objets les uns après les autres.
parlais de robots. C'est un projet qui était en Grèce, à Thessalonique. Print Your City, je vous invite à aller voir les liens sur les sites, portés par les architectes Panos Sakas et pardon, j'ai perdu son nom, Soteni Setaki. J'ai peut-être fait une faute dans son nom. Qui en fait ont recyclé du plastique, des bouchons de bouteilles pour créer du mobilier. En gros, leur idée, c'est de dire dans les villes, on produit beaucoup de déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets pour répondre aux besoins de la ville? Et donc, ils ont imaginé cette machine, qui est un robot avec un extrudeur, pour produire des pièces assez volumineuses pour équiper l'espace urbain. Ils ont fait en même temps un super travail de design sur les objets et sur le process. C'est un projet qui démontre qu'on peut finalement industrialiser ou en tout cas produire en série ce genre de grosses pièces pour traiter des volumes. Parce que là, un siège, ça fait 20 kg, 30 kg. Je sais même plus, je pense que c'est même plus que ça. Et c'est un équipement qu'on aimerait bien avoir d'ailleurs à la Fab Unit prochainement. Toujours dans le registre du robot, il y a cette initiative de fabricants d'équipements de sport qui a relocalisé en Ardèche une usine de production de chaussures de sport qui est entièrement automatisée, robotisée. On peut critiquer un peu ça, mais l'intérêt c'est que ils ont pu rapatrier en France la production de chaussures très techniques qui sont habituellement toutes fabriquées en Asie, et donc de rapatrier à la fois un savoir-faire et de la valeur en recréant cette usine, donc qui a poussé au maximum tout ce qu'on pouvait faire en termes de technique et pour garantir en bout de chaîne un produit qui se vend pas plus cher, ou pas beaucoup plus cher en tout cas que ce qu'on trouve sur le marché habituellement. Et ça a été permis grâce notamment à ce matériau qui est Chamatex, est un fabricant de textiles qui travaille ce tricot de matériaux techniques qui permet de faire la tige de la chaussure en quasiment une seule pièce. C'est tout le dessus de la chaussure qui est fait grâce à ce procédé et qui permet de donner des propriétés différentes en fonction de manière très localisée sur la pièce. Donc c'est aussi des techniques qui permettent d'inventer des matériaux qui permettent in fine de les utiliser avec d'autres équipements et de créer des nouveaux modèles de production aussi. Dans le même registre, on a travaillé rapidement avec Artengo sur une gamme de sacs. Là, on voit en fait le logiciel qui optimise l'utilisation du tissu par rapport à la confection des sacs. Donc, on livre une 3D patate du produit, et lui, il en extrait des pièces et les positionne, et il est capable de donner un taux d'utilisation de la matière en fonction du design. Et donc, le but, c'était de proposer des designs de sacs qui auraient le taux le plus élevé dans une démarche toujours de limitation de consommation de ressources, parce qu'il n'y a pas 50 axes sur lesquels on peut travailler. Ça va être la matière, puis ensuite la quantité de la matière. Donc c'est un critère complémentaire d'aide au choix de la solution esthétique, quoi. Enfin, parce que des fois on a peut-être juste peut-être le coût et puis l'esthétique, ou même juste des fois que l'esthétique à ce stade-là. Du coup il y a un nouveau critère qui permet de faire et qui arrive assez fort, en tout cas chez Decathlon, qui ont la volonté de chaque produit qui remplace un ancien produit doit être 10% plus vertueux ou quelque chose comme ça. Donc c'est un cercle vertueux pour être dans une amélioration continue des produits. Un produit, une solution en fait qui est un peu anecdotique mais qui est intéressante, c'est cette dimensionneuse qui était un projet de recherche du Fab Lab Volume qui est à Paris, sur le fait d'identifier des pièces de bois issues de démantèlement de manière automatique, avec un système par caméra qui est capable de reconnaître les dimensions. L'idée était de documenter de manière très automatisée toutes les pièces qui sont issues du démantèlement pour pouvoir s'en resservir ensuite, nourrir une base de données et ensuite s'en resservir, les appeler
en fonction des besoins sur tel ou tel chantier, et voire même de mutualiser ces bases de données entre différents lieux, pourquoi pas partout en France. Et c'est intéressant de voir là comment la technologie elle peut aussi servir des modèles alternatifs, voire low-tech, pour favoriser l'économie circulaire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est plus dans un mode de dualité, c'est-à-dire tout ce qui est réemploi, économie circulaire, c'est bien, et tout ce qui est high-tech, c'est mal. On est vraiment dans une logique où on va mixer les deux, et en fait, les deux peuvent servir le même objectif, quoi. Exactement, ça résume assez bien comment nous on envisage les choses, en fait, de ne pas forcément opposer, mais d'assembler et de prendre ce qu'il y a de bon dans chacun des domaines. Alors, on a dépassé le temps. Je vais voir si on a des questions. Non, on n'a pas de questions. Ce que je te propose, Bertrand, c'est que pour les personnes qui sont inscrites à la conférence, pour tenir dans le temps imparti, vous pourrez retrouver donc, cette vidéo donc, sur notre chaîne YouTube. Et je te propose de continuer ta présentation jusqu'au bout. Et comme ça, voilà, les personnes qui ne peuvent pas suivre retrouveront la conférence en ligne. Ok, ça marche. Allons-y. Donc là, j'aborde la thématique de la fabrication distribuée qui est complètement en lien avec ce qu'on a vu avant. La proposition de la fabrication distribuée, c'est de dématérialiser les flux. Donc c'est de passer de la circulation des marchandises avec toute la chaîne qu'on a pu voir avant vers la circulation de données. Et de fabriquer au plus proche de là où on va utiliser les choses. Ça a été théorisé et schématisé ici toujours par FabCity. Et c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps, notamment OpenDesk, qui est un catalogue de mobilier en bois fabriqué à partir de panneaux, diffuse des plans de fabrication déjà depuis un certain temps, et a étendu un peu son influence avec des partenaires qui sont éparpillés partout dans le monde pour pouvoir fabriquer leurs objets. On a notamment, nous, fabriqué des bureaux au Fab Lab issus de cette base de données-là. Et c'était assez inspirant comme projet, et ce qui nous a amené, nous, à réfléchir au projet Profil, avec cette idée de faire voyager des fichiers plutôt que des produits, et d'utiliser l'impression 3D personnelle. À ce moment-là, c'était vraiment à la mode, pour faire des choses utiles. Alors, les imprimantes 3D, il y en avait partout dans les Fab Labs, et la promesse était que tout le monde serait équipé demain. Et on s'est dit, bah ouais, mais on va pas fabriquer que des coques de smartphones et des figurines Jedi avec les imprimantes 3D. Et donc on s'est dit, on va essayer de trouver une application plus utile et concrète. Et on a imaginé cette famille de modules qui viennent se fixer sur une petite barre en bois. Ça reste des pièces très simples à fabriquer, techniquement accessibles, avec un usage spécifique à chaque fois pour venir accrocher tel ou tel objet. Donc on a théorisé un peu ça en se disant, on va créer les fichiers qu'on met sur notre site internet. Soit les gens sont équipés, ils téléchargent le fichier, ils fabriquent chez eux, soit ils ne sont pas équipés, ils se rendent dans un lieu de fabrication tel qu'un Fab Lab, et puis ils apprennent à fabriquer et ils repartent avec leurs produits. Donc on a fait ça pendant... on a essayé de développer vraiment la solution et d'aller au bout avec un site où on pouvait télécharger ces fichiers. Concrètement, ça n'a pas très bien marché dans le sens où on s'est rendu compte que très peu de personnes étaient prêtes à franchir le pas de fabriquer leurs objets. Le produit intéressait les gens, mais plutôt pour l'acheter directement, ce qui n'était pas trop nous. Du coup, vous vendiez la barre en bois aussi, Ah oui, la barre en bois, c'était une barre standard qu'on peut trouver partout dans les enseignes de bricolage. Mais en effet, on a été amené à l'envoyer finalement parce que les gens voulaient un produit fini. Donc, on parlait tout à l'heure de changer les habitudes et comportements. Là, typiquement, je pense qu'il manquait un intermédiaire entre
nous et le consommateur final, qui aurait été un lieu qui s'approprie le projet, comme un Fab Lab par exemple, qui pourrait le proposer comme un objet à fabriquer sur place et à vendre. D'autres initiatives qui existent dans le monde de la fabrication distribuée, c'est ce type de plateformes qui ont eux-mêmes pas de moyens de production, mais qui mettent en lien l'offre et la demande finalement, et qui permettent à des petites entreprises, des petites structures d'accéder à tout plein de procédés de fabrication et de choisir aussi où ils le font produire. On voit là que leur réseau il est étendu de manière assez mondiale, mais on peut choisir d'orienter ses fournisseurs sur l'Europe par exemple ou que la France. L'intérêt de ce genre d'acteurs en ligne, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations sur les matériaux, sur les bonnes pratiques de conception. Il y a des livrets blancs, on a des solutions qui sont assez accessibles. Il y a des devis automatiques, il y a des contrôles automatiques qui peuvent être faits sur les pièces. Donc c'est une forme de nouvelle manière d'accéder à de la fabrication assez intéressante, je trouve, pour des primo-projets ou des petites séries ou des petites structures qui permettent justement de fabriquer des petites séries ou moyennes séries. Je crois que chez eux, on peut choisir si on veut, si c'est Europe ou le monde entier, je crois. On a le choix entre... Oui, je crois que c'est ça. Après, il y en a d'autres, hein. J'ai mis l'exemple d'un, mais c'est pour montrer ce modèle d'organisation où eux-mêmes n'ont aucun moyen de production. Par contre, ils donnent accès et ils se placent comme intermédiaires entre des fabricants. Et on peut imaginer que les micro-usines dont on parlait tout à l'heure, elles soient demain toutes intégrées sur ce genre de plateforme pour être producteurs et qu'on puisse réduire peut-être l'échelle aussi où on veut que ce soit sourcé pour que ça vienne de moins loin. Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Encore un peu il en faut qu'on soit plus nombreux là. En ouverture, un peu un dernier chapitre, on a parlé de fabrication, mais ce qu'on voulait dire, c'est que dans les nouveaux modèles qu'il faut imaginer, alors il y a les nouvelles manières de fabriquer, mais il y a aussi les nouvelles manières d'utiliser les objets. Et c'est pour ça qu'on voulait aborder la thématique de l'économie de la fonctionnalité. On n'essaye plus de vendre des objets à des gens, mais plutôt de leur proposer l'accès à un usage, à un service, ce qui permet de concevoir complètement différemment les produits en question et d'en avoir moins, d'intensifier leur utilisation et donc de réduire drastiquement la pression finalement sur les ressources parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'objets pour fournir un service égal. Je prends comme exemple, alors là j'ai mis un vélo, mais dans le partage, finalement, on sait qu'une voiture, c'est garé, je sais plus, c'est 98% de son temps. Donc tout le monde a une voiture ou quasiment, alors que avec l'économie de la fonctionnalité, on pourrait essayer d'augmenter cette part d'utilisation à, je sais pas, même 30%, ce serait énorme. Et donc ça ferait des véhicules. Il y aurait sans doute beaucoup moins de voitures qui circulent si on mettait en œuvre ce genre de solution. Et ce qui nous interpelle, nous, comme designers, c'est de penser des produits pour qu'ils soient les plus adaptés à ça. Je parlais d'intensifier l'utilisation, c'est aussi les rendre plus robustes. Et si on repasse par toutes les boucles de circularité dont on parlait tout à l'heure, ça veut dire aussi les rendre plus faciles à maintenir et à réparer. Ensuite, c'est les rendre plus faciles à démanteler pour séparer les matériaux et les envoyer dans des filières adaptées ou les réutiliser en détournant l'usage. Et à la fin, s'assurer que tout ce qu'on aura utilisé comme produit ou comme ressource, on puisse au moins la recycler. Donc c'était bien passer par toutes ces boucles dont on parlait tout à l'heure. On change le cahier des charges donné à l'ingénieur en fait, parce que l'ingénieur ne fait ce qu'on lui demande en fait, et du coup s'il y a un cahier des charges de faire un produit qui aura une durée de vie un peu peut-être, enfin qui sera à faible coût du coup avec une durée de vie peut-être un peu limitée. Si on lui dit non, il faut que tu me fasses un produit qui soit peut-être plus coûteux mais qui dure plus longtemps avec la possibilité de le réparer,
ça va complètement changer la donne, quoi. C'est sûr. Et ça permet de mettre les choses dans le bon ordre parce que si on, enfin, dans la pratique, on se rend compte qu'un des premiers réflexes quand on va dire il faut faire de l'éco-conception, on va dire on va utiliser du matériau recyclé. En fait, ça c'est peut-être la dernière question à se poser. C'est d'abord comment on fait un objet qui dure le plus longtemps possible pour remplir le plus de services possible avant de devenir un déchet. Et que cette ressource qui est mobilisée, on va l'optimiser à fond avant de considérer la dernière boucle du recyclage, qu'il faudra aussi considérer évidemment. Mais donc ça replace un peu les choses dans le bon ordre. En plus, la matière recyclée potentiellement aura une qualité un peu moins bonne, donc la durée de vie sera peut-être encore un peu moins bonne, où il faudra que les pièces soient plus épaisses. Enfin, il peut y avoir aussi du coup, un enchaînement du coup qui peut être plus négatif qu'autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Focaliser sur cet aspect-là, recyclabilité, et pas. C'est pas forcément la bonne clé d'entrée. Et on voit sur ce petit graphique que j'ai piqué chez Fairphone que la longévité d'un appareil, c'est la première réponse à son impact. Et quand on fait de l'analyse de cycle de vie, c'est la première chose qu'on pose, c'est l'unité fonctionnelle, c'est qu'est-ce que j'analyse en fait. Est-ce que j'analyse les 100 000 km parcourus pour une voiture ou 200 000 ou 300 000 et là on va pouvoir diviser l'impact par ce multiple. Oui, parce qu'une fonctionnelle, on ramène à un temps donné, par exemple 1 an d'utilisation, par exemple, et du coup, forcément, plus le produit dure longtemps, et plus on va réduire, on va diviser par un nombre d'années important, et du coup, plus ça va être intéressant d'un point de vue du résultat d'impact, quoi. À l'opposé de l'usage unique et du jetable, c'est le plus longtemps possible. Et ce qui peut amener des nouvelles formes de fabrication ou d'industrialisation. Là, j'ai mis l'exemple des ateliers en vie à Rennes, qui fait de la remise en état de gros électros. Ils les réparent et les revendent. Et finalement, ça, c'est une nouvelle manière de produire, c'est de réparer. Et ça a été bien pensé par certains acteurs de l'industrie. On travaille avec le groupe SEB, par exemple, qui sont assez précurseurs dans ce domaine-là. Qui gardent énormément de pièces en stock pour pouvoir réparer. Ils garantissent 10 ans, je crois, la réparabilité des produits. Mais ça reste assez exceptionnel et nouveau quand même dans l'industrie. Et on voit qu'il y a des acteurs qui peuvent arriver après avec des gisements qui sont hétérogènes, parce que là, ils réparent toutes marques en fait. Et donc avec une capacité d'adaptation et une technicité qui leur permet de réparer toutes sortes de produits. C'est une organisation qui est industrielle et nouvelle et qui interroge aussi sur la capacité à revendre ces produits-là et à l'intérêt du marché du marché des clients pour ce marché de seconde main. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de switcher aujourd'hui, c'est que le marché il est prêt. Les gens ils sont prêts à acheter de la seconde main, ils sont prêts alors s'ils trouvent un intérêt financier évidemment d'avoir des choses moins chères, parce qu'au-delà de la conscience, ça peut se faire par choix, par conviction, mais il y a toute une partie du marché qui va être plus orientée par le prix, et donc il faut être capable de leur parler aussi. Et on a eu accès à une étude du groupe Auchan qui traite de ce sujet-là et qui dit qu'il y a 25% du marché global qui pourrait être du marché de seconde main demain s'il y avait un tiers de confiance entre le client et l'objet, entre guillemets. C'est le cas comme back market par exemple. Ce qui est le cas comme exactement comme back market. S'il y a l'enseigne qui est le tiers de confiance pour garantir l'objet, la filière et la fonctionnalité, voilà, etc. C'est là où on en parlait d'ailleurs dans nos discussions avant de commencer la conférence sur le fait de lancer sur le marché des objets et de ne pas avoir cette compétence commerciale, on va dire, marketing commercial, qui fait que créer de la visibilité, faire en sorte d'être une marque effectivement qui donne confiance. Ça, c'est un travail de fond, quoi, qui valorise aussi le travail de toutes les personnes qui travaillent dans ces métiers-là, quoi.
Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors là, je donne l'exemple d'Envie, du coup, qui s'organise et qui commercialise. Ah oui, je voulais en profiter pour parler de ce projet. Je sais qu'il a déjà été présenté ici, mais dans le même domaine, finalement, ça interroge la manière dont on conçoit l'objet pour qu'il soit plus facile à réparer et qu'il puisse venir alimenter l'atelier qu'on voyait juste avant. Et je voulais simplement parler de ça. C'est une publicité pour Back Market, donc qui a fait toute son activité là-dessus. Et dire que finalement la propriété des produits, aujourd'hui, elle devient un enjeu pour les producteurs, les fabricants, parce qu'ils se rendent compte que ça a encore beaucoup de valeur. En parallèle, il y a cette pression sur les ressources et que les approvisionnements ils sont plus forcément garantis à long terme. Et donc, il y a une sorte de switch qui est en train de s'opérer pour dire, en fait, ce produit-là, c'est moi qui l'ai mis sur le marché, et le déchet, il m'appartient, et je vais en faire quelque chose. Et cette filière-là, elles sont en train de se structurer. Back Market, ça a explosé, c'est eux qui ont fait les plus grandes levées de fonds l'année dernière, donc ça marche très très bien, et il y a des chances que ça reste pas très longtemps en dehors du périmètre des fabricants. Et notamment Apple travaille sur le démantèlement des téléphones avec ce robot. Ils ont mis en place des chaînes de démantèlement pour potentiellement demain profiter des ressources issues de ce démantèlement pour fabriquer leurs futurs produits et être assurés de pouvoir continuer ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça va dans leur sens, c'est plutôt vertueux, tant mieux. Mais disons que cette organisation, ça converge entre les besoins des producteurs et l'intérêt de rentrer dans une économie circulaire. Si eux ils s'y mettent, ça veut dire que la transition est en cours et c'est un signal hyper positif. Oui, c'est fort en tout cas, c'est sûr. Un dernier exemple, c'est celui de Decathlon qui avait sorti ce petit visuel sous forme d'une publicité en Belgique pour justement raconter cette histoire de la boucle de la circularité et du circuit inversé, où ils proposaient aux clients de leur ramener des articles de sport dont ils n'avaient plus l'usage pour qu'eux les revendent. Donc ce switch dont tu parles de l'industrie, ce signal positif, il est là, et des grands groupes et des grandes entreprises comme Decathlon, Apple, ils sont en train de bouger là-dessus, et ce qui va potentiellement nous amener vers l'économie de la fonctionnalité d'une manière beaucoup plus forte que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et ce qui est super intéressant, je trouve, en termes de design, puisque ça nous amène à repenser complètement la manière dont étaient pensés et conçus les objets. Exact, super. Donc c'est un peu la conclusion. Et maintenant, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait qui sont intéressantes. Quand on s'intéresse à ce sujet-là, qu'on regarde de près, il y a vraiment beaucoup de choses très bien documentées, et c'est très positif en fait. Il faut continuer de voir ces expériences, et ce qu'on espère, c'est qu'elles puissent justement passer à l'échelle, à un moment trouver leur modèle, et pouvoir se dupliquer et exister pour inverser la tendance et devenir le modèle dominant, même si on ne peut pas parler de domination, mais le modèle majeur, quoi, en tout cas de la transition. Et on sait qu'il y a quand même des réticences aujourd'hui, qu'il y a toujours des freins qui sont là dans les organisations, dans les entreprises, chez les politiques, mais on voit que ça bouge, et que ça bouge fort, et on est assez optimiste sur le fait qu'on y arrive. Voilà, nous on pense que notre mission de designer, c'est d'être acteur de ce changement-là, d'essayer de défendre notre point de vue, de proposer des solutions, de démontrer aussi que ça peut fonctionner, et d'embarquer nos clients, nos partenaires dans cette aventure-là. Donc nous, on qualifie de futur simple. C'est très beau le futur simple. Merci Bertrand pour cette présentation. J'ai quelques
quelle proposition, rebondissement, enfin interaction à avoir encore avec toi. J'ai quelques questions. Je pense qu'il n'y a, a pas de questions, c'est que la présentation était très claire. Moi, j'avais quelques idées qui me venaient. Alors déjà, c'est le signal que, puisque avant, enfin, on voit que l'administration, l'Europe, les organisations mettent en place des choses comme fait évoluer la réglementation, comme la loi AGEC. Mais on voit que aussi les entreprises mettent en place sans avoir anticipent en tout cas des contraintes futures. Donc ça, c'est hyper positif. Il y en a d'autres contraintes qui vont arriver encore, c'est sur les ressources, l'accessibilité aux ressources qui vont encore être de plus en plus difficiles. Et il y a un autre sujet qui est plus un sujet esthétique, parce que on va avoir de plus en plus de produits qui vont être reconditionnés. Mais du coup, pour l'instant, on est dans le reconditionnement comme neuf. Mais il y a un sujet qui peut être aussi intéressant, c'est le reconditionnement, mais pas comme neuf. C'est-à-dire qu'on va nous revendre des objets qui seront peut-être, parce qu'ils ont été abîmés, un petit peu retransformés, et du coup, qui vont avoir une esthétique qui va peut-être être différente et évoluer dans le temps. Ça, c'est des choses qui sont peut-être plus difficiles à faire accepter. Oui, je pense que c'est un peu l'exercice qu'on doit faire, c'est inventer ce registre formel, esthétique de l'après, quoi. Comment on fait différemment et comment on rend ça suffisamment désirable pour que les gens les acceptent et en même temps changent leur regard aussi sur l'objet et qu'ils soient changer la norme en fait, qui est aujourd'hui une norme industrielle avec très, très standardisée, avec des choses parfaites. On est capable de faire des objets incroyables, c'est vrai. Et comment on arrive à faire accepter les défauts, l'irrégularité sur des productions. Il y a pas mal de designers qui ont déjà expérimenté un peu ce travail-là, mais plutôt sous forme justement d'expérience. Cette non-répétabilité du processus, elle peut amener des singularités aux objets qui peuvent être intéressantes. Dans le mobilier, c'est, je pense, quelque chose d'accepté ou de plus facile à intégrer que dans d'autres typologies d'objets qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire dans nos recherches, de retrouver, d'inventer ce langage formel et esthétique en même temps qu'on expérimente des matériaux, des process. Ça va avec, quoi. Ce que je me dis, c'est que le designer finalement a vraiment toute sa place. Et encore, peut-être qu'on a encore besoin encore plus de designers, parce que si on expose la production, parce que pour l'instant c'est très centralisé, donc on est quelques designers à concevoir des objets qui sont produits en grande quantité, puisque là on aura une production de nouveaux objets, peut-être avec des esthétiques, avec des variations plus importantes. Et du coup, on aura besoin encore plus de designers locaux. Et ça, il y a une frontière entre l'industrie et l'artisanat qui est assez floue, parce qu'on voit que dans ces organisations-là, on est à une échelle presque artisanale, et qu'en même temps, on a besoin d'avoir une certaine efficacité ou des outils de l'industrie, le numérique, qui permet d'avoir des modèles qui sont viables, où on peut créer des activités pérennes grâce à ces outils et qui amènent une certaine organisation industrielle, disons. Oui, c'est ce mix-là, je trouve, qui est hyper... qui est un peu nouveau et qui est hyper intéressant. Bon, qu'est-ce que ça va devenir? C'est ça. Bon, hâte de voir. Pareil. Bon, merci Bertrand. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, merci pour l'invitation, les questions et l'animation, c'était très agréable. Super, merci à toi. Et puis on vous retrouve lors de notre prochaine conférence. Vous aurez des informations, on va changer de lieu, parce que là on a un petit problème au niveau de la disponibilité de notre espace. On vous tiendra informé donc, de cette prochaine conférence. Et je vous dis à très bientôt. Merci.